Bonsoir à tout le monde. Alors, on a le quorum, on va pouvoir commencer. Alors, on a quelques absences de dernière minute dues aux crues, parce que l'eau monte beaucoup. Donc, on a quelques absences parce qu'ils sont en réunion. Sur Mareuil, il y a une réunion, enfin voilà, une gestion de crise, parce que Patrice, tu confirmes, ça va monter encore. Alors, Jeanne, évidemment, n'est pas là. Patrice, ça va monter encore. Tu disais, hein, ça va monter encore, et c'est déjà assez impressionnant. Sur Joël, là-bas, sur l'île d'Elle, ça va être compliqué, non? Ça va pour le moment? Ouais. Nous, on est vraiment en crue, là, sur le lait, c'est vraiment tendu, là. Vraiment tendu, là. Ouais. Bon, on y va, dans ces cas-là. Alors, les pouvoirs. Madame Parpaillon qui donne pouvoir à Monsieur Charrier, Madame Thibault à Dominique Bonin, Monsieur Edouin à Arnaud, qui lui-même n'est pas là. Mais il va arriver en retard, il a 10 minutes de retard. Il a envoyé un texto, il va arriver 10 minutes de retard. Madame Feuillet à Nicolas Vanier, Madame Baudry à Monsieur Barré, Monsieur Pelot à Monsieur Sautreau, Madame Jadot à Madame Poupée, et puis Jeanne Gondriot pour moi. Voilà pour les pouvoirs. Ah, j'ai pas de pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir. Ensuite, sur les secrétaires de séance, donc j'avais en proposition Fabienne, mais elle n'est pas là, Nicolas Boisseau ou Émilie Gaborio. Nicolas, c'est possible? Ok. Parfait. Sur le secrétaire de séance. Et puis, on y va sur l'ordre du jour, avec en premier point l'approbation du procès-verbal de la séance du 25 janvier 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Non, je vous remercie. Ensuite, vous aviez la présentation des délégations, d'une part celle prise par le bureau et d'autre part celle prise par moi. Y a-t-il des observations? Non, très bien. Je vous remercie. Du coup, on va aller directement sur le point numéro 1, le débat d'orientation budgétaire. Et je donne la parole à Nicolas. Merci Présidente, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc la partie qui nous concerne sur le débat d'orientation budgétaire, vous en avez l'habitude. Ça précède bien sûr le vote des budgets primitifs qui interviendront en avril. Je vais essayer d'être le plus concis, efficace possible. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire au fil de l'eau pour que ce soit plus interactif. Sur la présentation, donc on vous le dit, c'est une obligation. On a le contexte macroéconomique que je vais passer assez brièvement. On vous rappelle que le déficit sera au mieux à 4,4% encore cette année. Je dis au mieux parce que le ministre des Finances nous a dit qu'il y avait des économies à faire puisque la croissance n'était pas attendue. Enfin, attendue ne sera pas au niveau espéré. Résultat, on est sur des matières très mouvantes. Simplement, on vous rappelle aussi qu'il y a la suppression de la CVE qui va s'étendre sur plusieurs années, qui sera donc complètement supprimée à partir de 2027. Et puis les dispositifs de ZRR, pour ce qui nous concerne, qui fusionnent avec d'autres pour donner ce qu'on appelle France Ruralité Revitalisation. Voilà. FRR. On va passer directement au sujet qui nous préoccupe, à savoir l'état de nos finances. Donc, on a ici une présentation agrégée des comptes administratifs des derniers exercices. Pour celui de l'année 2023, on va attendre le vote des budgets. Mais d'ores et déjà, et avant pointage du service de gestion comptable, on a déjà une présentation, je dirais, assez complète des chiffres qui nous attendent pour l'exercice qui vient de s'écouler. On a fait un petit peu plus de 40 millions de recettes réelles et 34 millions de dépenses. Ce qui veut dire qu'on a une épargne de gestion à plus de 6 millions et une CAF nette avec un niveau qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent, un peu plus de 4 millions d'euros, qui s'explique pour partie grâce à la fiscalité qu'on a pu lever sur l'exercice en cours, et puis aussi à des dépenses qui sont finalement, sur l'exercice écoulé, beaucoup moins importantes que ce qu'on avait imaginé, notamment en matière de combustible, de fluide, d'énergie. On a eu de ce côté-là des plutôt bonnes recettes. Donc ces deux effets cumulés nous permettent d'afficher un résultat très confortable, bien loin de ceux qu'on avait pu connaître il y a 2 ans maintenant. Et ce qui veut dire que l'ensemble de nos ratios, à la fois notre capacité de désendettement, le taux d'épargne brute ou le taux d'épargne nette, qui était l'indicateur sur lequel on avait plus de difficultés,
L'ensemble de ces ratios aujourd'hui sont au vert, même avec une coloration assez sympa, avec un taux de désendettement aujourd'hui d'un petit peu plus de 3 années pour le budget principal. Donc voilà, des indicateurs qui sont très bons, mais que je mesure et que j'atténue parce qu'on a fait le choix de cette fiscalité. C'était un choix qui était, je dirais, difficile. On avait expliqué les raisons à l'époque, et on voit que ça nous permet surtout d'avoir des marges de manœuvre sur nos investissements à venir, qui seront conséquents et sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Je continue, s'il n'y a pas de questions, bien sûr. Sur les orientations pour l'année 2024, eh bien, on va vous proposer d'afficher 47 millions sur le budget de fonctionnement, avec 37 millions de dépenses réelles, et puis des recettes qui, elles, seraient à hauteur de 40 millions 500 000. Au niveau de la ventilation, sur les charges à caractère général, on va vous proposer une inscription légèrement supérieure à celle de l'an passé, 2,6% supplémentaire, ce qui ferait 8,5 millions sur ce chapitre-là. On a consommé nettement moins cette année, mais on reste là encore vigilant. J'ai eu l'occasion de le dire au bureau, mais aussi lors de la commission finance, on a aujourd'hui des gestionnaires qui maîtrisent parfaitement en fait, leur sujet, qui savent grosso modo maintenant d'une année sur l'autre les dépenses à attendre sur tel type de poste. Donc on a un exercice qui est quand même beaucoup plus facile que celui qu'on a pu connaître sur les premières années, où on sait précisément où on va. Si on va dans le détail, en fait, sur le pôle ressources, donc là, il y aurait une diminution des crédits par rapport à l'inscription de l'année dernière, qui s'explique principalement par rapport au gestionnaire finance. Ce gestionnaire finance, donc c'est directement géré par la DGA et par Julie, qui est en charge du budget. On avait tendance à provisionner en fait, des montants assez conséquents, un peu plus de 150 000 euros. C'était une poire pour la soif. C'est surtout un gestionnaire qui est, comme c'est le gestionnaire finance, qui est très soucieux de ne pas dépenser ses crédits. Et donc, c'est ce qui se faisait sur les années antérieures. Et donc, cette année, on n'a pas d'études à venir. Donc, on a préféré réduire cette poire pour la soif. Ce qui explique cette baisse sur cette direction. Sur le pôle aménagement et développement, là, on a une augmentation de quasiment 200 000 euros par rapport à l'année dernière, qui, elle, s'explique par rapport à nos montées en compétences sur 2 thématiques. La première, elle concerne mon voisin de droite, l'habitat, puisque vous le savez, avec le guichet unique, on a une montée en compétences qui se fait. Donc il y a des crédits supplémentaires qui sont nécessaires, qu'il faut inscrire nécessairement. Mais en face, vous verrez, on a aussi des recettes qui viennent compenser. Et puis le deuxième volet, notre collègue n'est pas là, mais c'est René. On a aujourd'hui un chargé de mobilité. Donc le chargé de mobilité, il arrive. S'il y a une demande forte sur le territoire, et je pense que vous en avez tous conscience, pour exercer au mieux cette compétence. Donc là, on a un chargé de mobilité qui a besoin de mettre en place un certain nombre de choses. Donc on va cette année, rien qu'en fonctionnement, inscrire un peu plus de 500 000 euros sur cette compétence. Et vous verrez qu'en investissement, il y a aussi de nombreux crédits qui sont sollicités. Sur le pôle technique et environnement, donc là on a une légère baisse qui s'explique principalement par la baisse des crédits liés aux fluides et combustibles en fait. Donc là on va inscrire 70 000 euros de moins. Et enfin sur les services à la population et la cohésion sociale, donc là des crédits supplémentaires pour 200 000 euros, mais qui s'expliquent pour 3 raisons. La première, c'est sur le gestionnaire SH, puisqu'on a un coût des repas qui augmente, donc forcément des dépenses qui y sont liées, donc là on provisionne un petit peu moins de 5 000 euros. Sur la lecture culture, on a une augmentation de crédit parce que cette année on aura le salon du livre jeunesse à Luçon, donc forcément on a des besoins. Et puis enfin sur les transports, on a une augmentation d'un peu plus de 30 000 euros sur ce gestionnaire, mais là on subit, je dirais, on n'a pas de marge de manœuvre. Voilà, donc ces trois gestionnaires, c'est 80% de la hausse sur ce pôle. Donc rien de... J'ai un micro qui est en train de lâcher. Allez, il est pendu. Voilà, je poursuis. Donc voilà, grosso modo, sur ce chapitre 011. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? On est prudent en termes d'inscription. C'est vrai que sur le... entre les 8,5 millions d'inscrits et puis les 7 millions de consommés l'année dernière, on a 1,5 million de latitude, mais l'idée c'est pas de tout dépenser une fois de plus, comme vous le faites dans vos budgets respectifs, c'est de provisionner et de faire en sorte qu'on ait des bonnes surprises à la fin de l'exercice.
Alors sur les 0,12, on avait inscrit un petit peu plus de 12 millions l'an dernier. On a consommé la quasi-totalité des crédits. Et sur l'exercice qui va arriver, c'est un peu plus, c'est 13 millions qu'on veut inscrire. Donc ça représente un peu plus de 846 000 euros de hausse. Et sur cette hausse-là, on a très peu de levier, puisque dans le détail, vous l'avez, c'est page 13, on subit tout un tas de mesures qui, je dirais, sur lesquelles on n'a aucun levier activé, donc notamment le reclassement indiciaire que vous avez connu dans vos communes, les 5 points, c'est 170 000 euros d'augmentation sur ce chapitre-là. Tout ce qui est GVT, 80 000 euros. Ensuite, les augmentations des cotisations patronales que vous subissez aussi, c'est 48 000 euros. La NBI, 13 000 euros. Les créations de postes de l'an dernier, donc sur une année complète, c'est 116 900 euros. Tout ce qui est report des avancements de grade, les IFSE, etc., 84 000 euros. Les reports des remplacements, 59 000 euros. Toutes les mesures liées à l'augmentation du SMIC pour les contractuels, revalorisation du point d'indice, là on est à 119 000 euros. Et puis sur les créations de postes, c'est le seul levier finalement dont on dispose. Les créations de postes, on est à 140 000 euros. Et dans ces créations de postes, ça concerne uniquement des agents pour le passage à la redevance incitative. Donc on a un ambassadeur du tri un agent chargé des bacs. On a facturation, effectivement, dans le cadre de la redevance incitative, un agent qui arrive pour la facturation. Et un troisième, j'ai oublié, troisième. Ambassadeur du tri, c'était bien ça, un ambassadeur du tri. Donc finalement, ces 3 agents qui étaient prévus dans le cadre du passage à la redevance incitative et donc au prélèvement de la taxe et ensuite de la redevance, c'est pas des créations nouvelles à proprement parler. Elles le sont, mais je veux dire, c'est quelque chose qui était déjà programmé dans le cadre du passage à la redevance. Donc là encore, on n'a finalement très peu de levier sur ces postes envisagés. Là aussi, j'ai eu l'occasion de le dire en bureau ou en commission. On a une architecture aujourd'hui au niveau de l'Interco qui est complète, au niveau de notre maillage, de notre structuration, sauf à prise de compétences nouvelles. Et ça, il y en a une qui va arriver en 2026, c'est l'assainissement. Et là, on verra comment on le traite. Mais sauf à prendre des compétences nouvelles demain qui nous seraient imposées par le législateur, aujourd'hui, on a, je dirais, un maillage complet et qui nous permet d'avancer correctement. Tous les services sont pourvus de manière conforme. Donc c'est pour ça aussi qu'on arrive plus facilement aujourd'hui à maîtriser, je dirais, les créations de postes. Et ce qui vous est proposé, c'est ni plus ni moins que lié aux orientations qu'on avait pu prendre auparavant. Malgré tout, quand on a un budget de 12 millions, la moindre augmentation, elle se traduit derrière par des centaines de milliers d'euros, ce qui est le cas, puisqu'on sera à 13 millions l'année prochaine sur ce chapitre. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations, je vous en prie? N'hésitez pas. Tu voulais compléter? Non, c'est parfait. Donc je poursuis sur le 65, les autres charges de gestion courante. Du coup, là, on baisserait légèrement les crédits inscrits. Ça s'explique principalement par la baisse de notre cotisation auprès de Trivalis. La cotisation au Trivalis, c'est 3 millions, quasiment 3,8 millions. Et comme on n'a plus les campings en gestion aujourd'hui, finalement, on a une cotisation qui est un peu moins forte, ce qui explique finalement la baisse des crédits. Et puis, ce que je peux vous dire aussi sur ce chapitre-là, c'est qu'on aura une subvention qui sera versée au SIAS un peu plus importante que les années précédentes, mais qui s'explique par un bâtiment qui était sur Saint-Hermine, qu'on a vendu. Donc c'est effectivement le budget principal qui a récupéré. Et la présidente, qui est aussi présidente du SIAS, s'était engagée à reverser au SIAS le montant de la vente. Donc je n'ai pas pu le garder sur le budget principal. Non, il a tout fait. Non, ça marche ce qui explique que la subvention sera supérieure cette année. En fait, c'est eux qui portent aussi l'emprunt. Enfin, voilà, c'était lié. En fait, l'établissement avait 2 maisons. On en a vendu une déjà il y a quelques temps à la commune, et là la seconde maison, on la vend, et c'est vrai que la demande du SIAS, comme elle porte quand même l'emprunt, c'était de récupérer le fruit de la vente, produit de la vente, déduction faite bien entendu de toutes les charges qui seront inhérentes à cette vente, que ce soit les frais, puisqu'il y a quelques frais au niveau des réseaux à faire, etc. Donc voilà, mais le delta, le reste, leur sera reversé. Bien.
Pour les charges exceptionnelles et atténuation de produits, donc là ça concerne principalement les attributions de compensation, très peu d'évolution, 27 000 euros, donc pas de sujet sur cette partie-là, sur ce qui nous attend pour l'année à venir. Au niveau des dépenses, est-ce que vous avez des observations à formuler, des remarques, questions? Alors, on va parler des recettes. Sur la partie recettes, donc sur les produits et services, une petite augmentation de 84 000 euros liée à l'augmentation de la tarification, notamment sur les LSH, puisque vous savez, on harmonise, et puis les quelques services, mais je dirais une augmentation très, très minime sur ce chapitre-là. Sur les impôts et taxes, on passerait un peu plus de 31 millions, donc 600 000 euros d'augmentation, qui s'explique uniquement par l'effet base. On a, comme on vous l'avait dit, la volonté de la présidente et du bureau, c'est effectivement de prélever 2 points de fiscalité sur le foncier bâti, mais c'était un fusil à un coup. Donc, pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de nouvelle augmentation prévue au niveau des taux pour ce qui concerne l'intercommunalité. Donc, uniquement un effet base. Sur les impôts, simplement, ce qu'on vous proposera, c'est d'augmenter le coefficient de la TASCOM, la taxe sur les surfaces commerciales, comme on l'a fait déjà sur 2 exercices, pour arriver en fait à 1,20 en 2026, qui est le coefficient maximal. Sur les dotations-subventions, donc là on aura quasiment 400 000 euros de plus que l'an passé, en tout cas c'est ce qu'on prévoit, et ça s'explique en grande partie par la semaine du livre jeunesse, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il y a des dépenses, mais en face on a des partenaires qui nous accompagnent. On a également les maisons France Service, un accompagnement, 60 000 euros d'accompagnement supplémentaire. Dans le cadre du PCAET mis en œuvre, on a un accompagnement assez important de l'ADEME pour un peu plus de 75 000 euros. Des aides aussi pour l'action à vélo, 71 000 euros. Et puis enfin, pour tout ce qui concerne l'habitat, l'OPA, le PTRE, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des dépenses, mais il y a aussi des recettes qui viennent se greffer, puisque là, on imagine récupérer 129 000 et 162 000 euros. Donc c'est des aides de la région et puis du CIDEP. Sur les autres produits de gestion courante, là du coup une augmentation peu significative, quelques milliers d'euros. Et puis sur les atténuations de produits, on maintiendrait 70 000 euros d'inscription comme on le fait tous les ans. C'est le remboursement CNP. Donc là c'est difficile de savoir d'une année sur l'autre quels seront les agents malades, absents, bref. Donc ça, on ne peut pas le deviner. Voilà pour les recettes. Donc là encore, on est assez prudent et pas de fiscalité supplémentaire, en tout cas pas d'augmentation de la fiscalité pour ce qui nous concerne, hormis l'effet base, qui sera déjà important, cette année encore, pour le contribuable. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Non, je déroule. Alors, sur les investissements, donc on a reçu, comme vous le savez, comme tous les ans, avec la présidente, nos collègues autour de la table, membres du bureau, avec les gestionnaires en charge des crédits. Et cette année sera une année qu'on peut qualifier d'ambitieuse, puisque mes collègues me demandent d'inscrire 15 millions d'euros en investissement, ce qui serait formidable pour le territoire, mais crédit qu'on n'a jamais dépensé jusqu'à présent, puisque cette année écoulée, c'est 6 millions d'euros en investissement. Grosso modo, c'est ce qu'on dépense tous les ans. Bon, cette année, mes collègues souhaitent faire, non pas 2 fois plus, mais 2 fois et demi plus. On leur souhaite. Ce qu'on a fait, donc on a inscrit les crédits, on va aller dans le détail tout à l'heure. On a vu qu'on pourrait obtenir donc, des subventions d'équipement sur l'ensemble des projets d'1 890 000. On aurait du FCTVA pour un peu plus de 2,2 millions. L'autofinancement à la CAF, on en a parlé tout à l'heure, un peu plus de 4 millions. On proposerait d'inscrire un emprunt nouveau à hauteur de 1,6 million. 1,6 million, c'est ce qu'on rembourse en capital tous les ans sur le budget principal, pour éviter d'augmenter notre encours de dette. Et puis, on utiliserait finalement les autofinancements, les autofinancements, donc les excédents antérieurs, des années antérieures, je vais y arriver, qui sont aujourd'hui d'un peu plus de 10 millions. Donc, on en prendrait 5,4 millions pour arriver à l'équilibre. Bon, sur le papier, on est à l'équilibre. Je le dis parce qu'on n'est pas écouté et qu'on est entre nous. De toute façon, je ne pense pas qu'on atteindra les 15 millions de dépenses en investissement cette année, donc ce qui devrait nous permettre à la fois de maintenir nos excédents et, je l'espère, de ne pas avoir à emprunter sur l'année à venir. Messieurs, dames, faites-moi mentir, si vous le voulez. Non, mais consommer. En tout cas, on est en capacité à le faire dans le cadre de la construction du budget.
Au niveau des APCP, donc on maintiendrait les APCP en cours. Simplement, on rajoutera 3 APCP si on est d'accord, ce qu'on appelle donc le SPR-PDA, donc les sites patrimoniaux remarquables et les périmètres des abords. Donc là, il y aura 230 000 euros d'AP et seulement 170 000 euros de crédit de paiement pour 2024. On va inscrire aussi quasiment 3 millions pour la construction de la maison de l'enfance à Saint-Termine. Donc cette année uniquement la partie études. Les travaux, eux, débuteraient l'année suivante, 2025. Et puis on réinscrirait une APCP qu'on a l'habitude d'inscrire concernant l'acquisition de matériel de musique. On met 25 000 euros sur 3 ans en général, donc c'est ce qu'on vous propose de faire. Une fois qu'on a dit ça, ce qui peut être intéressant, c'est de parler donc de l'analyse prospective. On a réajusté par rapport au niveau nouvelles informations dont on dispose, par rapport aussi aux projets nouveaux qui se sont greffés depuis qu'on avait imaginé faire notre PPI l'année passée. Donc j'irai dans le détail ensuite. Simplement, en fait, si on prend la prospective, je suis page 21 du document pour ceux qui l'ont par devers eux, on nous dit qu'en maintenant notre rythme d'investissement tel qu'on l'a prévu, et que je vais vous détailler tout à l'heure, on atteindrait l'année prochaine une CAFNet d'un peu plus de 2,4 millions, 2,1 millions en 2025 et 1,5 million l'année suivante, avec, vous allez le voir, des investissements conséquents imaginés. Donc ce PPI, je vous le rappelle, on a simplement nous figé les recettes sur le 70. Sur les recettes liées aux dotations subventions, on est sur un maintien. Et puis sur ce qui concerne les recettes liées aux autres produits courantes, là c'est pareil, on est très très prudent en fait. Et sur les parties dépenses, au niveau fonctionnement j'entends, on mettrait 3% sur les charges à caractère général tous les ans, dans le cadre du PPI. Et puis là où je suis un peu plus réservé sur la partie prospective, c'est qu'on maintient une inscription à la hausse de 3% sur les charges de personnel. Honnêtement, ça va faire bientôt 4 exercices que je gère, on voit que c'est compliqué. Donc dans le cadre de notre prospective, en dessous 5, je pense qu'on peut difficilement faire moins aujourd'hui. Donc je pense qu'on rapidement retravaillera cette partie-là, mais honnêtement, je ne vois pas comment on peut faire moins par rapport au montant en jeu. Et puis dans le cadre de la construction de ce PPI, on simule les emprunts par rapport aux besoins que nous aurions. Et les besoins, ils sont simples. C'est que là, on nous dit, grosso modo, enfin je vais vous le réexpliquer tout à l'heure, mais qu'on souhaite investir sur les 3 années qui restent 39 millions d'euros, donc 15 pour l'exercice qui est en cours. On a, nous, une capacité, je dirais, à investir qui est de 22 millions. On a une dizaine de millions d'excédents antérieurs. Donc, grosso modo, vous faites les calculs, il faut aller chercher 7 millions d'euros d'emprunt si on veut réaliser ces 39 millions d'investissements. 7 millions d'euros d'emprunt, au regard de notre encours de dette, il n'y a rien d'infaisable. Dans la prospective, on le voit, ça dégrade effectivement notre taux de CAFNet, mais pour autant, on reste sur des niveaux qu'on a connus sur les années, enfin les exercices antérieurs. Donc, sur le papier, on serait potentiellement en capacité à supporter tous ces investissements. Alors, justement, au niveau des investissements, qu'est-ce qui est nouveau par rapport à l'an dernier ? Il y a déjà les fonds de concours. Les fonds de concours, c'était une volonté de la présidente de faire en sorte que les communes puissent porter des projets. Donc, on a inscrit 480 000 euros sur les 3 prochains exercices, donc quasiment un petit peu plus d'1,4 million. Donc ça, il était nécessaire de le faire. On a ensuite réajusté au niveau de ce que je viens de vous dire, donc les sites patrimoniaux remarquables et les périmètres des abords. Donc là, on a inscrit effectivement les crédits sur les années à venir. Sur la mise en œuvre aussi du schéma directeur des déplacements actifs, on avait provisionné dans le cadre du PPI tous les ans 170 000 euros. Sauf que donc Tristan, le chargé du sujet mobilité, est arrivé, et l'année prochaine, il nous demande d'inscrire un peu plus de 500 000 euros en investissement, parce qu'il souhaite porter de nombreux projets. Donc là, on a réajusté notre PPI. L'aire de grand rassemblement, on connaît aujourd'hui les crédits, donc là c'est pareil, on sait qu'on en a pour 700 000 euros de dépenses encore cette année, pour finaliser cette aire qui devrait être opérationnelle, on l'espère tous, avant l'été. Donc là, on a mis les 700 000. Sur tout ce qui concerne la tarification incitative, on a inscrit 1 557 000 euros pour tout ce qui concerne les points d'apport volontaires. Donc points d'apport volontaires qui seraient déployés dans un premier temps sur 2 communes, la Tranche-sur-Mer pour un peu plus d'1 million d'euros,
et l'aiguillon la presqu'île pour le reste. Et puis, on inscrit toujours tout ce qui concerne, au niveau de la tarification administrative, les bacs, serrures, puçages, pour qu'ils commencent à arriver, ou dans les boîtes aux lettres. Là, on a des documentations qui arrivent. Donc, 740 000 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi de nouveau? C'est la maison de l'enfance. Donc, un peu moins de 300 000 cette année, puis 2 millions l'année prochaine et 600 000 l'année suivante. On inscrit aussi, dans le cadre du PPI, de nouveau la réhabilitation de la maison de l'enfance de Saint-Hermine, parce que certes, on va construire un nouvel équipement, mais celui qu'on a actuellement, il nécessite de lourds travaux, avec des sommes importantes. On n'a pas le choix que de les faire. C'est une nécessité. La crèche, elle a fermé il n'y a pas très longtemps. Il y a eu des petits soucis. Là, c'est le chauffage. Pour répondre, parce que la question m'avait été posée en commission finance, on met effectivement 300 000 euros dans un équipement alors qu'on va en construire un nouveau. D'une part, on n'a pas le choix parce que l'équipement il est toujours en fonctionnement, donc le temps que le nouveau arrive. Et c'est surtout que derrière, c'est un bâtiment qu'on va revendre. L'emplacement, pour ceux qui le connaissent, il est plutôt intéressant puisqu'on est à l'entrée du Vendée-au-Pôle. Donc ce bâtiment-là, on se dit qu'il vaut mieux continuer à l'entretenir malgré tout correctement pour espérer derrière le revendre au mieux. Et puis c'est surtout qu'on va l'utiliser jusqu'à la fin de la construction. C'est-à-dire que ce n'est pas une réhabilitation, c'est-à-dire que ce bâtiment, il a encore au moins 2 années pour accueillir les enfants, et ensuite qui pourront rejoindre de nouveau, qui sera construit à côté. Voilà. Et donc après, au niveau des opérations nouvelles aussi qu'on souhaite inscrire, c'est quelques travaux sur les piscines à la demande des gestionnaires sur Port-Océane et puis l'Oniceane. C'est notamment tout ce qui est pour la Tranche-sur-Mer, tout ce qui est banque d'accueil, faire en sorte que quand les personnes entrent au sein de l'équipement, qu'on puisse avoir des bornes pour qu'ils puissent eux-mêmes finalement se servir et rentrer dans l'équipement, parce qu'aujourd'hui on a un goulot d'étranglement quand les gens arrivent massivement, et on veut faire la même chose sur Luçon. Voilà, grosso modo, les ajustements sur le PPI. Donc il y a eu des interrogations, des questionnements, des incertitudes sur notre capacité à faire, notamment par rapport au siège, etc. Aujourd'hui, tout est calé, tout est provisionné, on est en capacité à faire. Ça veut dire que, encore une fois, si effectivement on veut aller au terme et porter donc ces quasi 40 millions, 39 millions d'euros d'investissement sur les 3 ans qui arrivent, ça nous imposera d'aller chercher 7 millions d'emprunts et de consommer tout le matelas qu'on a constitué depuis maintenant un certain nombre d'années. Mais pour autant, on peut l'envisager dans le cadre du PPI. Oui. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des interventions que vous souhaitez faire? Tout est clair sur la présentation des investissements. Alors, il reste les budgets annexes, mais que je vais passer brièvement parce qu'on aura l'occasion de les voir dans le détail dans quelques semaines au niveau des comptes administratifs. Sur le budget atelier relais, simplement, on va inscrire des crédits pour la réalisation de travaux. Ça concerne le bâtiment MAV, pour ceux qui connaissent. Pour le reste, pour moi, il n'y a pas de sujet particulier. Sur le budget ZAE, donc on a, pour les parties zones d'activité, on va inscrire des travaux pour un peu plus de 700 000 euros. Ils concernent principalement l'extension de la zone d'activité Sébastopol, pour laquelle on souhaite acquérir du foncier et donc faire forcément les travaux qui vont bien pour accueillir des entreprises, sachant qu'on a une forte demande sur ce secteur. Et on a aussi sur ce budget-là pas mal de cessions qui sont prévues, quasiment 700 000 euros. Donc ça, c'est des cessions qui sont déjà actées au moment où on se parle. Donc et on espère qu'il pourra y en avoir d'autres. Sur le budget Vendée-au-Pôle, donc là, on va inscrire 924 000 euros pour des études et des prestations de services. On a aussi, donc il y a aussi tout ce qui est fouille archéologique, la deuxième couche. Deuxième couche aussi du renforcement des réseaux électriques. On a déjà payé une très grosse partie l'an dernier, mais il en reste une partie importante, 841 000 à payer cette année. Et puis, on a également 300 000 euros qui concernent l'atelier de formation. Bruno nous a parlé d'un atelier relais qui souhaitait transformer en lieu de formation, en lien avec les entreprises du secteur. Donc c'est une première en région. On est fiers de ce projet parce que ça n'existe nulle part ailleurs. Donc on reçoit des personnes en reconversion qu'on formerait sur site, en lien avec les entreprises du site, ce qui permettrait derrière de les embaucher directement. Donc là on a un soutien fort de la région et on est plutôt heureux. Et puis ensuite, on espère sur ce budget-là des ventes, une vente
qui devrait arriver, on l'espère, avant l'été. Bah, on espère, oui. Ça avance au niveau du calendrier. C'est les 2 354 000 euros qui concernent donc, je peux le dire, Exia, Si, Exia. Oui, Exia, je peux le dire, qui devrait normalement, voilà, si j'ai bien compris, on est à chercher une date. Donc si on en est à chercher une date de signature, c'est que on s'en rapproche. Voilà. Et puis on a également des recettes attendues pour la DETR sur ce budget-là. Sur le budget PIC, assainissement, donc là vous le savez c'est la fusion du budget service public d'assainissement collectif et station d'épuration. Qu'est-ce que je peux vous dire simplement qu'on prévoit des frais d'études dans le cadre de la prise de compétences. Donc là on va inscrire 10 000, non 60, comment j'ai dit d'études, je cherche, comment j'avais fonctionné. Oui, 70 000 euros. Pour cette étude qu'on inscrirait tout simplement. Voilà. Puis après le reste, il n'y a pas de sujet. Voilà sur ces budgets annexes. Il me reste à terminer par l'encours de la dette. Vous dire qu'au 1er janvier 2024, nous en sommes à un peu plus de 35 500 000 euros de dette. Pour ceux, pour les plus anciens d'entre nous, je vous rappelle qu'on a démarré en 2017 à 52 millions, que nous étions au moment du renouvellement, donc au 1er janvier 2020, un tout petit peu avant le renouvellement, à 46 millions. Donc on a quand même fait presque 11 millions de baisse en cours de dette là, sur les quelques exercices que j'ai eu la chance de gérer. Donc c'est plutôt pas mal. Ma volonté c'est de continuer, c'est la feuille de route que j'avais dressée à la présidente quand elle m'avait confié ce portefeuille-là, tout simplement pour nous permettre d'avoir des marges de manœuvre pour les années à venir. L'objectif, parce qu'on a un sujet qui concerne le Vendéopole, on a 4 millions, un peu plus de 4,4 millions là, de prêts in fine qui arrivent à terme au mois de septembre. Il y a différentes stratégies que je suis en train d'étudier avec les services. On a aujourd'hui un fonds de roulement qui est très confortable. Alors très confortable, il ne faut pas que je le dise comme ça. Un fonds de roulement qui est plutôt bon. Je dis parce que, mais vous ne le savez pas, mais quand j'ai démarré, je regarde jeudi parce qu'il y avait quelques sueurs froides, on avait quelques centaines de milliers d'euros parfois sur le compte alors qu'il fallait payer les salaires excédant 1 million d'euros. Bon, c'est des choses que je dirais comme un des mortels ne sait pas, mais en tout cas il y a eu quelques soirées difficiles. Aujourd'hui on a une trésorerie à un peu plus de 9 millions. Voilà. Donc l'idée sur ces emprunts-là, c'est soit on acte la vente Exia, donc avant septembre, donc les 2 millions dont on parle, et on mobilise 2 millions sur le fonds de roulement pour pouvoir solder l'intégralité de ce prêt in fine, ce qui serait forcément la meilleure des stratégies, enfin celle que je souhaiterais porter, mais elle dépend de la signature. Si c'est pas le cas, on mobiliserait les 2 millions et on emprunterait le reste sur de l'amortissable classique. Ça nous ferait quoi qu'il arrive un encours de dette qui continuera à baisser, parce que ma volonté, même si on a inscrit 1,6 million d'emprunts nouveaux, c'est de ne pas emprunter, surtout que les conditions de taux, elles sont pas optimales, même si les taux baissent, elles sont toujours pas optimales. Là aussi, stratégiquement, on avait fait un travail assez intéressant en début d'exercice. On avait renégocié tout l'encours de la dette, donc avec des charges financières qui sont beaucoup moindres aujourd'hui, et ça se ressent sur le budget. Ça permet aussi d'amortir beaucoup plus vite. Stratégiquement, on avait souscrit 2 emprunts en 2022 avec les taux de 2022, mais qu'on a décaissé uniquement en 2023. Donc, ça aussi, parce qu'on savait qu'on aurait du besoin. Donc stratégiquement, on avait fait ce qu'il fallait. Donc voilà, moi l'idée, c'est ma volonté. J'aimerais afficher, mais je suis ambitieux, moins de 30 millions d'encours de dette au 1er janvier 2025. Je le dis, je souhaiterais, si possible, qu'on y arrive. Ce qui veut dire qu'on aurait baissé de 16 millions en 4 exercices. Donc voilà. Ce serait 4-5 exercices, ce serait plutôt intéressant. Voilà, en tout cas, c'est le challenge qu'on se fixe. Un signe fort pour aussi nos partenaires. Voilà. Et la présidente a parfaitement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une écoute qui est forcément beaucoup plus attentive quand on sollicite mesdames et messieurs les banquiers. Ça n'a pas toujours été facile non plus de ce point de vue-là, même si on avait quand même une écoute qui était certaine, mais une situation qui avait peu de visibilité. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, donc tant mieux. Ça veut dire que notre PCI, il a des marges de manœuvre qu'il est en capacité à faire. C'est tant mieux pour nos administrés et c'est tant mieux pour l'économie locale aussi qu'on puisse avoir des marges de manœuvre pour investir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ce soir sur ce rapport d'orientation budgétaire. Et comme c'est un débat, je vous laisse le soin de me poser éventuellement des questions. Voilà. Alors, puisque nous sommes sur un débat, le débat est ouvert à vos questions, si vous en avez bien entendu. Non, tout était
parfaitement clair. Du coup, dans ces cas-là, je vais vous proposer de prendre acte de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2024, et puis de dire que la présente délibération et son annexe seront transmises au préfet de la Vendée ainsi qu'au maire des communes membres, et que le rapport, dans les conditions réglementaires, sera mis à disposition du public sur le site internet de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et puis de m'autoriser à signer tous les documents. Et puis moi, je conclurai sur ce point-là en remerciant évidemment toutes nos équipes qui travaillent beaucoup, particulièrement Julie, je me permets cette année, puisque le service finance est un petit peu affaibli ces derniers mois. Et du coup, je mesure vraiment tout le travail qu'elle a pu produire, alors pas toute seule, mais qu'elle a produit dans un temps contraint, puisque voilà, les journées ne sont pas extensibles, mais je pense qu'elle les a rendues un petit peu plus élastiques. Donc merci beaucoup Julie, et puis plus globalement évidemment à l'ensemble des services. Merci à mes collègues aussi qui travaillons, je dirais presque dans la dentelle, pour élaborer ce DOB, se projeter, alors avec des ambitions fortes, vous l'avez bien vu, mais des arbitrages malgré tout qui ont été menés, et des ambitions pour notre territoire, bien entendu. Je sais qu'ils seront attentifs à la réalisation des investissements projetés. Et puis, évidemment, merci à Nicolas pour cette présentation, toujours aussi claire, sincèrement, pour l'impulsion que tu as donnée, en effet, depuis le début de ce mandat, le respect de la feuille de route que nous avons tous fixée ensemble, et puis qui porte ses fruits, vous le voyez sur les résultats. C'est vrai que c'est important de noter notre désendettement fort. Ça nous donne vraiment une belle puissance et une force de frappe importante. Un résultat qui est en adéquation avec notre strate, avec la taille de notre Comcom. Et puis, je le redis, mais des investissements qui sont vraiment pensés pour le territoire, qui sont vraiment pensés pour les habitants. Et tu l'as dit au départ, sans avoir trouvé ce qu'on pourrait appeler une vitesse de croisière, nous sommes aujourd'hui structurés pour répondre aux attentes, pour travailler autour de nos compétences avec des équipes, on sait où on va. Peut-être de plus en plus affiné. Et aujourd'hui, ce DOB présente ce vers quoi on veut aller, mais en étant beaucoup plus enraciné dans notre communauté de communes. Donc merci beaucoup à tous. Et on continue sur les finances, Nicolas. Donc tu continues. Ça va être plus rapide. C'est une subvention pour l'Office socio-éducatif de Nallier. On a l'habitude de prendre cette délibération qui porte sur 3 exercices. Donc on la prend maintenant, mais ça s'appliquera aux exercices 2024, 2025 et 2026. Le montant de la subvention, c'est de 66 481 € à l'année. Et bien sûr, on a une convention d'objectif. Quand on dépasse 23 000 €, du coup, on a forcément une convention d'objectif avec l'Office, voilà, donc, qui est un allié, je ne sais pas si je l'ai dit, mais si je l'ai dit, bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette subvention qu'on a l'habitude de verser? Pas de questions? Est-ce que des gens sont contre? S'abstiennent? Merci beaucoup. Nicolas, et bien, on poursuit avec cette fois Eric. Merci. Bonsoir. Troisième délibération, c'est les prestations de services dans le domaine de la voirie et des espaces verts. Tous les ans, on fixe les tarifs de l'année pour les prestations de services de l'intercommunalité. Alors, il vous est proposé de maintenir les tarifs de 2023, donc c'est beaucoup plus simple à expliquer. Et les prestations de services pour les services déchets, la mise à disposition de matériel services déchets, c'est-à-dire les broyeurs, mise à disposition de matériel unité voirie, un cylindre, des herbeurs, etc., un tracteur. Et puis, forfait de réparation suite à des dégradations, parce que parfois ça nous arrive également. Donc c'est le maintien des tarifs de l'an dernier. Y a-t-il des questions? Donc dans ce cas-là, je vous propose de passer aux voix, et puis de maintenir ces tarifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et j'enchaîne ensuite sur 2 délibérations qui ont le même caractère. La délibération 4 et la 5, c'est la réalisation et l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques pour ombrières. Alors c'est sur 2 secteurs différents. Donc on a à Moreil
le parking du foyer, qui représente une surface d'utilisation de 930 mètres carrés. Donc, la commune de Moreil a un projet de réalisation d'une ombrière photovoltaïque sur ce parking situé rue du Foyer et de l'école. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral s'est associée avec la société économie mixte Vendée Énergie pour créer la société par action simplifiée Sud-Vendée Littoral Énergie, chargée de développer, réaliser et exploiter les unités de production d'énergie renouvelable sur le territoire de Sud-Vendée Littoral. C'est dans ce contexte que la commune de Moreil souhaite transférer la gestion de son parking afin de mettre en œuvre les ombrières et produire et commercialiser l'électricité. Dans ce cadre, et suite au transfert de gestion de la commune, il est proposé au conseil communautaire la mise à disposition du parking, de la salle polyvalente, du foyer à Sud-Vendée Littoral Énergie. Est-ce que ça vous apporte des remarques, des précisions? Donc, je vous propose de passer aux voix et d'approuver la convention de transfert de la gestion du parking, d'approuver la convention de mise à disposition temporaire du parking de la salle polyvalente à Sud-Vendée Littoral Énergie, puis d'autoriser Madame la Présidente à signer les conventions avec Vendée Énergie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis la seconde délibération qui a exactement le même caractère, mais on est à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Et là, on est sur le parking de la salle polyvalente avenue Amiral Courbet, et pour une surface occupée de 1182 mètres carrés. Donc la centrale sera un peu plus importante. Je n'ai pas les puissances. Et puis, c'est exactement la même convention. Donc, y a-t-il des questions, des remarques? Donc, je vous propose d'approuver la convention de transfert, d'approuver la convention de mise à disposition temporaire du parking de cette salle, et puis d'autoriser Madame la Présidente à signer les conventions avec Vendée Énergie. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci beaucoup, Éric. Et je poursuis. Alors, la délibération suivante, c'est une abrogation d'une délibération que nous avions prise en septembre 2023. Et ça concerne une vente qui ne se fera pas, puisque l'acquéreur qui s'était manifesté pour acheter une parcelle sur Ferme-Neuve se dédie. En fait, il voulait acheter parce que l'endroit où il était jusqu'à présent, il y avait quelqu'un qui allait acheter ses locaux, qui lui-même s'est retiré. Donc du coup, il y a une offre de vente qui a été faite par le propriétaire à cette entreprise qui s'appelle ACTSL, offre de vente que la société a acceptée. Donc voilà, il s'agit tout simplement, si vous en êtes d'accord, d'abroger la délibération du 14 septembre 2023 portant sur la cession d'une parcelle de terrain, donc chemin de Marais, au sein de la zone d'activité économique Ferme-Neuve sur la commune de Luçon au profit de la société ACTSL. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Ensuite, la délibération suivante, là du coup, c'est une vente de parcelles sur la zone économique Les Noëls au Manille-Régnier, et ça concerne l'entreprise DG Contrôle qui est spécialisée dans les travaux d'inspection et contrôle d'engins, qui veut donc s'installer sur cette zone économique et acheter un terrain d'une superficie de 2380 mètres carrés pour y construire des bureaux et des ateliers d'une superficie de 300 mètres carrés au sol, complétée par environ 100 mètres carrés en R+1. Il lui a été fait la proposition d'un prix de 20 € hors taxe le mètre carré, soit un montant de 47 600 € hors taxe. Vous aviez après, donc sur la plage suivante, tout ce qui est, les modalités qui sont classiques en cas de vente. Ça parle sur le délai de construction, etc. Donc je ne vous lis pas tout le document, vous pourrez le consulter. Et du coup, je vais aux cartouches. Et donc, au vu de l'opportunité que représente ce projet pour le territoire Sud-Vendée Littoral, il vous est proposé de céder la parcelle cadastrée ZM 125 d'une superficie de 2380 mètres carrés
11 rue de l'Avenir au sein de la zone économique Les Noëls, les Manille-Régnier, à la société DG Contrôle, avec faculté de substituer toute personne moralement mandatée par la société, étant précisé que ladite vente est consentie suivant les modalités énoncées ci-avant, modalités constituant un élément substantiel et déterminant de l'engagement de vente de la collectivité, de consentir cette vente au prix de 20 € hors taxe le mètre carré, TVA sur marge en plus, soit un total de 47 600 € hors taxe. Les frais notariés seront à la charge de l'acquéreur de m'autoriser à signer le compromis de vente, l'acte authentique et tous les documents relatifs à la cession et, en cas d'empêchement, de pouvoir me faire représenter pour toutes ces signatures. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. On continue toujours sur l'économie, mais cette fois avec un échange de terrain, puisque la société, la SCI Vendée Les Noëls, alors je vais faire plus simple, la société CMV, ça va être plus simple, avait fait l'acquisition de 2 terrains sur cette zone d'activité. Et en fait, il s'avère que sur un des terrains, il y a un diagnostic archéologique à faire, que le délai est très long, trop long pour que l'entreprise puisse s'implanter, puisque, évidemment, enfin, ce qui est tout à fait logique, elle est assez pressée. Donc, du coup, on a travaillé avec eux, notre service économique a travaillé avec eux, et ils ont modifié l'implantation du projet. Du coup, ce serait un échange de terrain, c'est-à-dire qu'on va leur racheter le terrain qu'ils avaient acquis, et eux, de leur côté, vont nous acheter une autre parcelle située un petit peu différemment pour qu'ils puissent y construire leur projet sans avoir cette contrainte de diagnostic archéologique dans l'urgence. Par contre, les biens, ils ont une valeur un peu différente, et donc il y a une soulte entre les 2 terrains de 68 460 € hors taxe, soit 83 257 € qui seraient reversés par la communauté de communes au profit de la SCI Vendée Les Noëls, enfin la société CMV, mais voilà, on permet leur implantation. Et du coup, au vu de ce que je viens de vous expliquer de façon succincte, mais vous aviez le détail dans le document, il vous est proposé d'approuver l'échange de parcelles tel que détaillé ci-après, avec le versement d'une soulte de 68 460 € hors taxe, soit 83 257 € 37 TTC, par la communauté de communes au profit de la SCI Vendée Les Noëls, étant précisé que les frais notariés sur le présent échange seront à charge de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral cède à titre d'échange au profit de la SCI Vendée Les Noëls les parcelles de terrain cadastrées ZM 147, donc vous aviez là 2561 mètres carrés, et 150, et là il y avait 509 mètres carrés. Et puis la SCI Vendée Les Noëls cède à titre d'échange au profit de la communauté de communes les parcelles cadastrées ZM 151 pour 8383 mètres carrés et 153 pour 3815 mètres carrés. Voilà, de m'autoriser à signer l'acte notarié ou de me faire représenter en cas d'empêchement. Y a-t-il des questions? Non, quel cas je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie, surtout pour l'entreprise qui va pouvoir commencer ses travaux. Et puis, je passe la parole pour la poursuite, pour la délibération suivante, à Philippe. Donc, bonjour à tous. Donc, il s'agit du point numéro 9, qui concerne le second arrêt du projet de programme local de l'habitat. Donc, pour rappel, on a une délibération le 19 novembre 2020. La communauté de communes a décidé d'engager une procédure d'élaboration d'un PLH. Donc cette nouvelle délibération s'inscrit dans le cadre réglementaire de la procédure d'approbation du programme local de l'habitat. Donc il y a eu un premier arrêt du projet le 14 septembre 2023. Ensuite, il y a eu la consultation des communes sur le projet, donc durant les mois d'octobre 2023 à janvier 2024. Et la présente délibération porte donc sur l'approbation du deuxième projet afin de prendre en compte les avis des communes. Donc il y a eu un avis défavorable reçu par la commune de la Tranche-sur-Mer et il est proposé d'intégrer les précisions suivantes dans le cadre du deuxième arrêt de projet. Donc je cite, dans l'orientation 1, fiche action 1.1. Donc le programme local de l'habitat vise la production de 1980 logements, soit 330 résidences principales par an,
Ces objectifs de production présentés dans le tableau page 7 portent sur les résidences principales et ne sauraient être prescriptifs. Cela reste des objectifs. Donc ça veut dire de manière très concrète que sur le bassin où se trouve la Tranche-sur-Mer, on s'est appuyé sur les constructions des maisons principales. Donc on est sur le même niveau en fait que précédemment. Et l'inquiétude qu'il pouvait y avoir concernant les résidences secondaires, c'est pas compris en fait dans ce nombre de logements. D'autre part, le nombre de logements, c'est un objectif. S'il est dépassé, il n'y a pas de souci. Après, la réalité, c'est que c'est la même pour toutes les communes. C'est les terrains en fait disponibles pour pouvoir faire construire. Après, là, on est dans le cadre du PLH et concernant le nombre de logements qui sont construits, il n'y a pas de volonté de restreindre finalement les communes. Ce sont simplement des objectifs. Et concernant donc la Tranche-sur-Mer, l'idée c'est bien de rester sur les dynamiques qu'il y avait les années précédentes. Et les résidences secondaires, ça ne rentre pas en fait dans ces objectifs. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter après. La prochaine étape, donc avant l'adoption définitive, sera la transmission de ce projet au préfet de Vendée, qui dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer sur ce projet, puis saisir le comité régional de l'habitat et de l'hébergement pour avis. Il s'ensuivra une nouvelle délibération du conseil communautaire pour adoption définitive du PLH qui deviendra alors exécutoire. Donc là, il s'agit d'arrêter donc, le projet de programme local de l'habitat 2024-2029 donc de la petite commune et de valider les documents annexes, de poursuivre la procédure réglementaire d'approbation de ce projet et d'autoriser Madame la Présidente à prendre toutes les dispositions nécessaires relatives à cette procédure. Avant de procéder au vote, est-ce qu'il y a des questions et des précisions? Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors le point numéro 10, il s'agit de la modification du règlement relatif aux aides de l'amélioration des logements existants dans le cadre du guichet unique de l'habitat. Donc je vous rappelle, il y a eu la mise en place d'un guichet unique de l'habitat en février 2023. Depuis le 1er janvier 2024, on a eu de nombreuses modifications concernant les régimes des aides versées par l'ANA pour l'amélioration du parc privé de logements existants qui ont été mis en place. J'ai écouté notre ministre de l'économie dimanche soir, je pense comme vous. Donc j'ai découvert que sur les 10 milliards d'économies, il y avait 1 milliard pour le logement. C'est vrai que ce n'est pas une priorité. Ça engage que moi, hein. Je le dis quand même. Donc désormais, du coup, alors je reprends. Donc désormais, les entités donc habilitées, mon accompagnateur. C'est bizarre, parfois on bloque sur des mots, on ne sait pas pourquoi. Bon, bref, c'est comme ça. Donc mon accompagnateur rénove, autre que les opérateurs avec lesquels Sud Vendée Littoral a contractualisé dans le cadre de l'OPA et de la PTRE, peuvent déposer des dossiers d'aide pour des ménages du territoire. Et les ménages accompagnés par ces entités nouvellement habilitées doivent pouvoir percevoir les aides de la collectivité au même titre que ceux qui sont accompagnés par les opérateurs de la petite commune. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on travaille avec l'ADIL et ATIS. Et là, vous avez d'autres opérateurs qui vont aller démarcher des personnes. Et ces personnes-là vont pouvoir demander aussi des subventions, en fait, au niveau de la communauté de communes. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est tout simplement parce que si on se place à l'échelle nationale, en Vendée, on est quasiment complètement couvert, toutes les côtés de communes, par des guichets uniques de l'habitat. Donc c'est vrai que c'est pratique pour les gens. Mais si on se place à l'échelle nationale, il y a des départements, des côtés de communes où il n'y a pas de guichet unique de l'habitat. Donc c'est pour ça en fait qu'il y a eu cette loi. Le problème, c'est que lorsqu'on a travaillé de manière structurée sur une politique de l'habitat, ça rentre un peu en concurrence en fait. Et les opérateurs qui peuvent démarcher directement les gens, dedans il y en a des biens, ils sont tous bien forcément, sauf que ça rentre pas dans notre politique structurée à l'échelle de la petite commune. Moi clairement j'invite les gens à bien appeler au niveau du guichet unique de l'habitat s'ils ont des doutes pour éviter les mauvaises surprises à la fin. Voilà. Donc de plus, dans le cadre du programme d'action du plan local de l'habitat, 2 nouvelles aides sont proposées
Donc une aide pour les récupérateurs d'eau aériens et autrement la mise en conformité de certains systèmes d'assainissement non collectifs. Donc pour finir, il s'agit d'approuver le nouveau règlement d'aide que je viens de présenter, d'inscrire les crédits correspondants au budget principal et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à cette décision. Est-ce qu'il y a des questions ? C'est important, hein. On voit bien que l'habitat, tu l'as dit sur le ton de la boutade, mais c'est vrai que c'est une priorité. Alors c'est une priorité sur la production de logements, c'est une priorité sur le soutien à nos populations pour avoir des logements de moins en moins énergivores. Enfin voilà, on voit bien ils ont besoin d'un soutien, ils ont besoin d'une porte, savoir où taper, avoir les réponses. On voit aussi qu'on met en place les logements temporaires chez l'habitant. Vous avez fait des réunions, ça marche bien. Il y a quand même beaucoup, je ne sais pas, mais il y a quand même des gens qui tout de suite spontanément sont venus nous voir pour voir comment ça allait fonctionner. On voit bien que dès qu'on parle d'habitat, ça interpelle. Voilà. Notre soutien, le guichet unique, c'est vraiment une belle mesure à destination de toutes nos populations. Et là, on ouvre une nouvelle feuille de route en matière d'aide, toujours pour répondre au plus près aux sollicitations et aux demandes collées à la réalité de nos territoires. Et si je parlais tout à l'heure des changements dimanche soir, au-delà de la plaisanterie, c'est que ça peut avoir une incidence. Ça peut avoir. C'est-à-dire que forcément, nous on a retravaillé sur le dispositif, sur les aides. Je remercie d'ailleurs les services parce que, mine de rien, ça prend du temps. Faut travailler avec les différents partenaires. Sauf que lorsqu'il y a une décision qui est prise comme ça, un dimanche soir sur TF1, ça a aussi un impact derrière sur les systèmes d'aide au niveau des quotiers de communes. Donc c'est pour ça en fait que je l'ai précisé. Parce que peut-être qu'on va être obligé de faire des petites modifications après. Donc c'est pour ça, je préfère le dire, pour éviter les surprises. Finalement, pourquoi on se remet encore l'habitat en conseil communautaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Donc le point suivant. Philippe, je vais prendre le relais. Je vais prendre le relais pour le point suivant. Ok. C'est du live. Hein. C'est du live. On ne s'est pas consulté avant, puis moi non plus. En fait, c'est tout simplement la composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat avec une proposition qui va être faite pour les membres. Et vous allez voir pourquoi, évidemment, il est préférable que je le présente. Hein, juste pour savoir que dans chaque territoire délégataire, cette commission est une instance obligatoire qui participe à la définition de la politique de l'habitat privé. Cette commission, elle est composée de membres de droit et de membres associés qui sont nommés pour 6 années. Donc du coup, il nous est proposé, le département de la Vendée propose à la communauté de communes de candidater à la commission locale de l'amélioration de l'habitat de la Vendée et de proposer à ce titre 2 élus communautaires, un membre titulaire et un membre suppléant. Et j'en arrive donc à la conclusion qui est de vous proposer la candidature de Philippe Barré en qualité de titulaire de cette commission, de proposer la candidature de Françoise Baudry en qualité de suppléante de cette commission et de m'autoriser à engager toutes les formalités nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Non, donc je me vois, y a-t-il des voix contre, des abstentions ? Non. Je vous remercie. Mais Philippe, je te repasse la parole. Je vous remercie pour votre vote. Donc le point suivant, donc c'est le point numéro 12. Il s'agit donc du suivi et de l'animation de la plateforme territoriale de rénovation énergétique, donc la PTRE. Il s'agit donc d'un avenant. Donc il y a un marché qui avait été autorisé pour un montant en tranche ferme de 81 510 € et attribué à la ville de Vendée. Et les prestations, elles sont conclues pour une durée de 3 ans à compter de la notification. Donc l'objet de l'avenant, c'est d'intégrer au marché initial des missions d'accompagnement de projets solaires. Donc l'objectif, le nombre de dossiers est estimé à 30 par an.
Et donc l'avenant produit une incidence financière sur le montant initial du marché, et les modifications introduites par l'avenant apportent une plus-value globale de 6 500 € hors taxe. Donc il s'agit d'approuver donc cet avenant, d'autoriser Madame la Présidente donc, à signer cet avenant et d'inscrire les dépenses correspondantes au budget de l'exercice concerné. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Pour moi, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée. Je reste, ne vous inquiétez pas. Je m'en vais pas. Et hop, on passe sur un autre registre complètement, et je passe la parole à Pierre. En effet, je vous propose de changer de registre. Donc, je vous propose de modifier le marché de collecte des déchets ménagers en porte-à-porte pour la commune de La Tranche. Ce marché, qui a été passé en 2022, comportait 2 lots. Donc un premier lot qui concerne les ordures ménagères et les emballages qui doit aller à son terme au 31 mars 2025. Et un deuxième lot concernant le marché en porte-à-porte du papier et du verre qui était prévu de se terminer au 31 mars de cette année. Mais pour des raisons diverses, l'engagement qu'on avait pris, c'est que pour arrêter le porte-à-porte, il fallait qu'il y ait suffisamment de points d'apport volontaires de mis en place sur la commune. C'est parti, c'est en cours, mais il y a un léger retard. Donc pour des tas de raisons techniques, économiques, livraison, voilà, complexité aussi de la mise en place. Voilà. Et donc, on vous propose de faire un avenant pour 3 mois pour prolonger ce marché en porte-à-porte du verre et du papier. Ça a une incidence financière malgré tout de 36 601,50 € hors taxe. Voilà. Et donc, ma proposition, je vous demande d'approuver cet avenant concernant le lot numéro 2 en collecte papier et verre et d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents nécessaires. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qu'est-ce qui est contre, a priori? Qui s'abstient? Bon, merci pour ce vote. À toi, Brigitte. Merci beaucoup, Pierre. Je reprends la main sur une proposition que vous avez faite, donc de modification statutaire avec la redéfinition de la compétence construction ou acquisition immobilière pour répondre aux besoins médicaux ou paramédicaux des statuts de la communauté de communes à partir du 1er septembre 2024. Alors, vous aviez différents éléments dans le corps du document, et je me permets de dire que la première chose, vous rappelez un petit peu les observations qui nous avaient été faites par la Chambre régionale des comptes qui était venue en 2022, qui avait relevé, et là je vais juste lire les quelques lignes, la communauté de communes est propriétaire de 5 maisons de santé pluridisciplinaires, à l'exception de celles de l'Aiguillon, la Presqu'île et de Luçon. Le risque est celui d'une répartition de l'offre ne garantissant pas un égal accès aux soins, d'une concurrence en structure aux loyers et aux charges différentes, d'une absence de coordination sur les actions collectives, en contradiction avec le projet du territoire qui s'engage à harmoniser les pratiques professionnelles grâce à un maillage cohérent. En même temps, il faut quand même faire un constat important, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir à Luçon une maison de santé dynamique, puissante. Alors, je dis peut-être une bêtise, mais Dominique me contredira si je dis une bêtise, qui en niveau taille est la plus importante de Vendée. Hein, c'est ça, hein, c'est bien ce qui me semblait, puisqu'aujourd'hui on a 10 praticiens libéraux, et qu'il y a une forte demande pour qu'il y en ait d'autres qui viennent s'installer sur Luçon. On a beaucoup travaillé avec eux depuis quelque temps, on les a rencontrés régulièrement, puisque nous, on a nos maisons de santé, on a quelquefois souvent des difficultés à capter des praticiens pour y venir. On a le cas sur Nallier, où aujourd'hui il doit y avoir un médecin, il y en a 2, il y en a un qui va partir. On a le cas sur l'île d'Elle, où on a fait quand même un bel établissement, où on a du mal à capter des praticiens. Voilà, donc vous aviez la liste, hein, on a plusieurs maisons de santé. Donc on a travaillé avec les praticiens,
Et notre demande, c'est qu'ils viennent en soutien sur ces maisons de santé, qui puissent irriguer le territoire pour aller au plus près des populations, d'abord pour répondre à quelquefois des gens qui ne peuvent pas se déplacer, et puis aussi pour limiter les coûts de déplacement, travailler en même temps sur le champ des mobilités. Ils ont été à notre écoute. Ça a été vraiment un travail, un beau travail de partenariat. Alors après, autant ils sont à notre écoute et ils sont prêts à se déplacer dans les maisons de santé, mais pas toutes. Il y a toujours un petit levier, un petit frein qui n'est pas de notre fait, qui est plutôt lié au zonage, entre les ZIP, les ZAC, alors si vous y comprenez quelque chose, super. Mais voilà, mais c'est tout de même contraignant, puisqu'ils ne peuvent pas intervenir sur toutes les maisons de santé. Après, c'est des zonages qui évoluent, donc ça veut dire qu'on pourra aussi évoluer là-dessus. Et puis, il peut y avoir d'autres leviers qui nous permettront tout de même de répondre à la demande des maisons de santé sur les territoires pour lesquels aujourd'hui c'est plus difficile. Mais pour ce faire, il y a aussi un levier important, c'est-à-dire que la communauté de communes puisse être à la manœuvre avec eux au niveau des maisons de santé. Et ce qui est important, c'est de pouvoir travailler à partir de la maison de santé de Luçon, d'où cette proposition d'élargir nos compétences et puis de prendre en compétence la maison de santé Esculape de Luçon. Avec, à venir, en même temps, il faut le préciser, une demande des praticiens d'y faire quelques travaux, plutôt dans le bon sens, puisque les travaux qui sont demandés sont vraiment pour accueillir de nouveaux praticiens. Ils ont de la demande, ils sont 10, il y en a 2 qui sont prêts à venir, sauf que là, hormis pousser les murs, il n'y a pas d'autre solution. Donc du coup, en faisant ce travail-là, de construire, de prendre cette compétence, pouvoir offrir un ou deux cabinets de plus, et en même temps qu'ils puissent aller sur notre territoire, ça veut dire que voilà, les 12 praticiens peuvent être en base sur la maison de santé Esculape. Voilà, globalement, Dominique peut peut-être compléter, en effet. Oui, juste compléter, pardon. Fonctionne. Oui, ça y est. Oui, juste compléter pour dire qu'effectivement, donc on a eu une réunion dernièrement avec le docteur Couillard, qui a autour de la table, il y avait donc toutes les communes où il y a une maison de santé aujourd'hui, de façon à ce qu'on puisse avoir un débat et puis des discussions entre nous. C'est vrai que sur la maison de santé de Luçon aujourd'hui, il y a 19 000 patients pratiquement, donc avec 10 médecins. 60% des patients sont du 85-400, on va dire. C'est-à-dire oui, Luçon et sa périphérie. Voilà. Et 40% sont quand même hors du 85-400. C'est vrai qu'aujourd'hui, et l'intérêt, c'est que, comme le disait la présidente, c'est qu'aujourd'hui, il y a un attrait, effectivement, pour venir sur les maisons de santé qui travaillent en groupement, en fait. Et les gens veulent travailler ensemble, surtout lorsqu'il y a des femmes, c'est logique. Et donc, sur la maison de santé aujourd'hui, il y a 8 maîtres de stage en plus. Et puis nous avons ce qu'on appelle aussi des SASPAS. Donc ce sont des médecins qui sont en formation, en stage ambulatoire, mais qui en même temps permettent effectivement de travailler sur la maison. Alors lorsque les SASPAS donc, sont en fonction sur la maison de santé, les médecins donc, les accompagnent mais ne peuvent pas consulter. Donc l'idée c'est qu'effectivement on puisse aujourd'hui donc, dans cette maison de santé l'élargir bien évidemment et puis surtout permettre lorsque ces médecins pratiquent que les autres puissent aller justement sur les communes où aujourd'hui travailler aussi, il n'y a pas forcément de médecins qui sont périns, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée, c'est le projet donc des médecins, parce que ce projet en fait vient de la maison de santé. Pérenne ou périn, oui. Donc c'était vraiment un projet qui est porté par les médecins de la maison de santé, qui nous convient, enfin qui semble convenir en tout cas à tous les maires qui étaient autour de la table, et qui va permettre effectivement non seulement d'agrandir la maison, mais surtout de voir venir des médecins pour ensuite aller sur les communes où il y a donc ces manquements. Ouais. Il y a des médecins sur les communes, mais en plus d'avoir des médecins généralistes qui pourront 1 ou 2 fois par semaine aller sur ces communes, ce sera tout bénéfice. Ils ont rencontré déjà les praticiens, d'abord ils se connaissent tous, ils se sont rencontrés, et comme le dit Dominique, dans leur patientèle, je prends l'exemple de Mareuil, il y a quand même pas mal de patients de Mareuil qui vont à la maison Esculape, et donc l'idée c'est qu'ils puissent venir exercer 1 ou 2 jours par semaine sur Mareuil,
pour pouvoir voir ces patients-là et leur éviter d'aller jusqu'à la maison Esculape. C'est le même cas sur Saint-Hermine, ce sera le même cas, voilà. Donc aujourd'hui, on sait qu'on a un petit frein sur une ou deux maisons de santé. On va regarder comment est-ce qu'on peut lever les obstacles du zonage. Hein. Ce n'est pas nous, ni eux, surtout pas. Ils sont tout à fait volontaires pour aller exercer. Donc on va regarder comment est-ce qu'on peut essayer de trouver les solutions. On travaille avec l'ARS, bien entendu. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Mais c'est vraiment un très très beau projet pour le territoire. Ça montre aussi notre implication. On le dit souvent, faut s'enlever cette idée de compétence de l'État, pas de compétence de l'État, c'est de se dire, allez, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, élus et praticiens, pour répondre à une inquiétude, parce qu'on le dit bien, quand des personnes viennent sur notre territoire, pas que sur le nôtre, hein, sur tous les territoires, c'est la question majeure, c'est de se dire, est-ce qu'on aura un suivi médical, est-ce qu'on va pouvoir avoir un médecin, est-ce qu'il y a des structures, etc. Aujourd'hui, ça nous permet de les rassurer en leur disant, voilà, on est en train de déployer sur l'ensemble de la communauté de communes une offre de santé en partenariat avec nos médecins. Y a-t-il des questions ou des compléments d'information sur ce changement de compétence? Oui, bien sûr, Gilles. Les bâtiments et les charges sont dans le cadre d'une clé? Alors oui, bien sûr, oui, il y a une collecte, évidemment. Oui. Oui, toujours. Et puis après, c'est une première marche. Alors il y a une collecte qui a commencé, qui se travaille évidemment. Et puis il y a une première marche. Il y en a une seconde qui n'est pas négligeable, hein, c'est de voir comment, et on a déjà commencé, mais le travail n'est pas abouti et prendra encore du temps, c'est de voir sur l'ensemble de nos maisons de santé, pour généraliser un petit peu les pratiques. Chaque territoire avait ses maisons de santé, Saint-Hermine, les îles, principalement, avec des modes de gestion différents. Donc aujourd'hui, on a déjà commencé à travailler pour rendre ça plus uniforme, mais on est loin d'avoir abouti le travail. Donc là, évidemment, sur cette prise de compétence, ça c'est associé à une collecte, bien entendu, et puis après, on continuera le travail pour avoir des propositions qui puissent être cohérentes sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Dans ces cas-là, écoutez, je vais vous proposer donc d'accepter la modification de l'article 4, c'est-à-dire que on rajoute sur cette compétence la maison de santé à Luçon, d'autoriser le transfert de la maison de santé de Luçon à compter du 1er septembre 2024, d'autoriser le transfert des biens nécessaires à l'exercice de la compétence et de m'autoriser à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à ce transfert. Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. C'est une très belle décision que nous prenons ce soir. C'est vraiment très, très important pour le territoire. Je vous remercie très, très sincèrement. On poursuit avec le sujet du syndicat mixte de la piste d'éducation routière avec le retrait de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral. Pour la petite histoire, c'était plutôt les communes, c'était toute la communauté de communes du pays maroyais qui adhérait à un syndicat piste routière avec quelques communes de Vendée Grand Littoral. Sud-Vendée Littoral, évidemment, s'est substitué à la communauté de communes du pays maroyais de l'époque. Et puis, on a continué à travailler avec les communes de Vendée Grand Littoral. En même temps, sur notre territoire, dans le cadre du parcours Être et Apprendre, on a plusieurs domaines d'intervention, dont la prévention routière. Et pour ce faire, on a 2 agents sur la Comcom qui œuvrent pour cette prévention routière. Du coup, j'ai rencontré la présidente du syndicat sur Vendée Grand Littoral, en lui expliquant notre problématique, l'intérêt de cohérence toujours sur le territoire, et de se dire que nous, on a déjà 2 agents qui le font, que ce n'était pas forcément pertinent de rester sur ce syndicat, de garder ce syndicat. Sincèrement, elle en a convenu, parce qu'eux aussi, ça les arrange presque, tout du moins, qu'il y ait une unité de territoire aussi. Donc, l'un dans l'autre, on était vraiment complètement raccord. Du coup, c'est vraiment dans une volonté d'harmonisation puis d'équité d'intervention de la prévention routière.
Pour ce faire, donc, il vous est proposé de demander le retrait de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral du syndicat mixte pour l'installation et le fonctionnement d'une piste d'éducation routière, et puis de m'autoriser à mettre en œuvre les démarches et puis les procédures. Y a-t-il des questions? Non, je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, le programme Leader. Vous savez, ce truc... je lis juste une phrase. Programme européen Leader. Ce truc, non, j'aurais pas dû le dire comme ça, mais je vais le dire différemment. Allez. Le programme européen Leader est un programme qui vise à soutenir le développement des territoires ruraux. Pas mal. Je m'arrête là. Non, bon, pas simple à mettre en œuvre, hein, on le sait, hein, pour les communes qu'on sollicité ou pour les particuliers, enfin les entreprises qu'on sollicité. On voit bien la complexité des dossiers à travailler. Toujours est-il que pour la période 2023-2027, notre dossier a été retenu et nous est proposé une enveloppe de 959 016 € qui pourrait se déployer autour de 6 fiches actions qui sont organiser une mobilité décarbonée, concevoir des bâtis espaces publics exemplaires, tendre vers le zéro déchet, promouvoir l'alimentation du territoire, initier des projets de coopération transnationaux et interterritoriaux, et puis l'ingénierie, l'évaluation et la communication du GAL. Et l'objet de ce soir, c'est donc de désigner la présidence de ce GAL, sachant qu'à chaque nouveau GAL, du coup, il faut procéder à une désignation, donc ça va se faire dans un second temps, mais pour le moment, c'est juste la désignation de la présidence. Et puis, après, bon, conventions qui se mettront en place. Et puis, on est toujours sur une composition de 9 élus titulaires, 9 élus suppléants, et puis 10 membres issus du Conseil de développement titulaire et 10 membres du Conseil de développement en tant que suppléants. Donc, du coup, il vous est proposé de désigner la communauté de communes comme structure porteuse du groupe d'action locale, donc le GAL, de nommer ce GAL groupe d'action locale Sud-Vendée Littoral pour la période 2023-2027, et si vous en êtes d'accord, de me désigner en tant que présidente du GAL et de m'autoriser donc à négocier, signer tous les documents relatifs à la programmation Leader et d'engager la communauté de communes en se donnant les moyens de sa mise en œuvre pour atteindre les objectifs attendus par l'autorité de gestion régionale. Y a-t-il des questions? Non? Donc, quelqu'un, je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et on change de sujet. Je passe la parole à mon voisin. Merci. Donc, le 17e point, pardon, c'est sur l'Interscot Vendée, c'est le renouvellement de la charte. En fait, c'est vrai que depuis... Enfin, il y a 8 Interscot en Vendée. Cette démarche a été initiée en 2015. En 2017, on avait signé la première charte pour mener à bien de multiples travaux, notamment dans le partenariat avec Géo Vendée pour construire des outils d'observation de territoire, des études thématiques avec le CEREMA et la formation de l'utilisation des fichiers fonciers, les échanges avec des instances comme l'État, la région, le département, pour aboutir à une désignation de représentants au SCOT à la CDPNAF. D'ailleurs, c'est moi qui le représente aujourd'hui. Participation active à la concertation menée par la région de Pays de la Loire dans le cadre de l'élaboration et de la modification du STRADET aussi. Et l'Interscot de Vendée donc, ne constitue pas un échelon supplémentaire, mais s'appuie sur les structures existantes. En novembre 2023, d'ailleurs, un séminaire autour du ZAN a permis de mettre en évidence la volonté de poursuivre ces travaux, si bien que les SCOT vendéens souhaitaient donc acter la poursuite de ce partenariat par le renouvellement de la charte avec des objectifs nouveaux, notamment ceux de soutenir la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation et la révision des SCOT, notamment construisant un observatoire des stratégies foncières commun, constituer une instance d'échange et autres instances afin de porter un discours commun tout en respectant les spécificités locales et de veiller à ce que les SCOT soient une instance reconnue et associée aux échanges politiques et techniques dans les domaines qui les concernent. Et bien sûr de mutualiser aussi les études d'articulation, d'acculturation, de démonstration sur les nouveaux enjeux qui montrent et qui concernent les SCOT pour alimenter la révision et la mise en œuvre des SCOT. L'Interscot sera constitué donc d'un comité de pilotage
composé des présidents ou vice-présidents de chaque structure porteuse des SCOT et d'un comité technique réunissant les techniciens des SCOT, donc des structures porteuses. Donc il est proposé en fait de renouveler donc la charte InterSCOT de Vendée telle qu'annexée et d'autoriser la présidente à signer ensemble des actes liés et nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Donc c'est une démarche que l'on fait régulièrement. On s'est réunis d'ailleurs à la région il y a une dizaine de jours avec tous les SCOT des Pays de la Loire d'ailleurs, notamment pour une nouvelle fois parler donc du ZAN et puis effectivement des démarches à faire dans le cadre du STRADET. Voilà donc ce qu'on vous propose. Je pense qu'il n'y a pas d'objection particulière. Est-ce que vous en avez? Est-ce que quelqu'un... Des remarques particulières? Non. Écoutez, on le soumet à votre vote. Qui est contre le fait de renouveler la charte? Qui s'abstient? Donc voter à l'unanimité. Je vous en remercie. Le deuxième point, c'est toujours pour l'InterSCOT, c'est l'approbation des conventions pour la mise à disposition et l'exploitation des données ADS pour l'Observatoire de l'urbanisme version numéro 2. Donc, dans le cadre de la loi climat et résilience et dans le cadre du ZAN, donc le zéro artificialisation nette, il est imposé la mise en place d'un certain nombre d'observatoires et d'inventaires qui doivent être faits, notamment l'inventaire des zones d'activité économique. Il faut aussi traduire la loi climat et résilience dans les SCOT. Il faut traduire la loi climat et résilience aussi dans les PLU. Il faut que cet observatoire de l'habitat et du foncier soit fait 3 ans après l'approbation du PLH et également mettre en place l'observatoire de l'artificialisation des sols qui sera fait à partir de 2031. Actuellement, dans chaque collectivité se mobilise en fonction de ses moyens, de ses compétences pour répondre à ces exigences. L'InterSCOT de Vendée, par l'entremise de GeoVendée, est en capacité d'accompagner les territoires pour construire un outil commun partagé et uniformiser à l'échelle de la Vendée la mise à disposition des SCOT et des EPCI. Donc, pour cet outil. Cet outil nécessite la mise à disposition et l'exploitation des données des autorisations du droit du sol pour les structures des SCOT. Par la communauté de communes Sud-Vendée littorale, 2 conventions doivent être mises en place. La première convention entre la communauté de communes Sud-Vendée littorale en tant que structure porteuse du SCOT et la communauté de communes Sud-Vendée littorale en tant que gestionnaire du service commun du droit du sol. Et une seconde convention donc, entre la communauté de communes Sud-Vendée littorale en tant que structure porteuse du SCOT et la commune de La Tranche qui assure sa propre instruction des dossiers du droit du sol. Le cas de la commune de Moreil est un peu à part, donc, parce que l'instruction des droits du sol est réalisée par les services de l'État et elle sera traitée ultérieurement. Donc il est proposé en fait d'approuver les 2 conventions donc, relatives à la mise à disposition et l'exploitation des données d'autorisation des droits du sol pour la mise en œuvre de l'Observatoire de l'urbanisme nouvelle version, la version 2, par GeoVendée, telle que présentée en annexe, et d'autoriser la présidente à signer l'ensemble des actes liés à ces dossiers. Voilà, il y a cette présente délibération. En fait, voilà, c'est une convention à prendre avec GeoVendée pour effectivement pouvoir utiliser les données donc, d'autorisation donc, des services des droits du sol. Avez-vous des remarques? Non. Je soumets à votre vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Et on poursuit avec les 2 derniers points. Mince, j'en ai zappé un, qui est la modification du tableau des emplois. Il s'agit de 2 créations. L'un pour un poste de gestionnaire des stocks et distribution à temps complet afin d'assurer la distribution et la gestion des stocks de matériel spécifiques à la collecte et au compostage individuel. Et puis l'autre qui est le poste de chargé de facturation, comme on l'a vu tout à l'heure dans le cadre du DOB. Et il vous est donc proposé d'autoriser les créations, propos que je viens de citer, et puis de modifier le tableau des effectifs actualisé et de m'autoriser à signer les documents. Je mets aux voix. Est-il des voix contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le dernier point, ça concerne la protection sociale complémentaire avec des conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance agent, puisque la réforme de la protection sociale complémentaire a placé la couverture des risques prévoyance et santé des agents au premier plan de la responsabilité des employeurs publics territoriaux. Donc du coup, elle introduit surtout l'obligation pour ces derniers de mettre en œuvre une participation financière du risque prévoyance
à compter du 1er janvier 2025 et puis celle des risques liés aux frais de santé à compter du 1er janvier 2026. Et en même temps, elle institue la généralisation de l'adhésion obligatoire des agents aux garanties prévoyance dans le cadre des contrats collectifs conclus par l'employeur au plus tard le 1er janvier 2025. Donc du coup, ce qui est à noter, alors bon, vous aviez le détail bien sûr, ce qui est à noter, c'est que la participation des employeurs publics territoriaux change avec une prise en charge au minimum à hauteur de 50% des cotisations acquittées. Et donc du coup, évidemment, il en déduit que l'enjeu financier n'est pas le même. En même temps, alors bon, il y avait d'autres niveaux évidemment qui varient. Et puis l'ordonnance a également confirmé le rôle d'expertise des centres de gestion qui ont désormais l'obligation de conclure pour le compte des collectivités territoriales et des établissements publics des conventions de participation en matière de santé et de prévoyance. De ce fait, le centre de gestion de la Vendée a décidé, avec 4 autres centres de gestion des Pays de la Loire, d'engager un marché régional afin d'être en mesure de proposer à l'ensemble des employeurs publics de la région une offre performante et adaptée aux différentes problématiques rencontrées en matière de prévoyance à compter du 1er janvier 2025, puis santé à compter du 1er janvier 2026. Au vu de tout ça, il vous est proposé, puisque ça peut se faire que si on donne mandat au centre de gestion de la Vendée, donc il vous est proposé de donner mandat au centre de gestion de la Vendée, membre du groupement de commandes constitué de 5 centres de gestion de la région des Pays de la Loire, pour l'organisation, la conduite et l'animation du dialogue social au niveau régional, en vertu des dispositions de l'accord collectif national du 11 juillet 2023 portant réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, de donner mandat au centre de gestion de la Vendée pour la réalisation d'une mise en concurrence visant à la sélection d'un ou plusieurs organismes d'assurance et la conclusion de conventions de participation pour la couverture du risque prévoyance. Y a-t-il des questions ? Oui. T'as un micro parce que je t'entends. Oui, ah voilà, pardon. Oui, très bien. C'est bon. Oui, juste une question sur le caractère obligatoire d'adhésion du personnel, parce que on peut envisager qu'à l'heure actuelle, on ait des agents administratifs ou techniques qui soient des ayants droit sur une note et où le régime pourrait être moins intéressant financièrement. Ouais. Bah oui. C'est la difficulté, en effet. Oui, oui. Donc c'est une condition absolue. Oui. Ok. Mais on s'est déjà interrogé là-dessus, parce qu'en effet, ce caractère obligatoire va pouvoir perturber certains, gêner. C'est même pas perturber, c'est vraiment gêner certains agents. Ouais. J'en ai terminé avec l'ordre du jour formel. J'avais quelques petites choses. Ah, pardon, mais tu as raison, il faut voter. Y a-t-il des voix contre ? Merci. Des abstentions ? Je vous remercie. Donc, quelques petits points. J'ai été interpellée à juste titre sur la gestion des biodéchets. N'est-ce pas, Philippe, c'est ça, hein ? Ouais. Et voilà, je t'en remercie parce que c'est vrai que l'avantage de me poser la question avant, ça permet de pouvoir répondre pour tout le monde, savoir où est-ce qu'on en était, comment est-ce qu'on avait avancé sur cette gestion. Alors, pour le moment, il y a un composteur partagé qui a été mis en place à Luçon pour l'habitat vertical qui est de Vendée Habitat. C'est un premier test, à voir si ça va être pérenne, mais c'est aujourd'hui la première chose qu'on a fait. On a mis en place aussi au niveau des écoles de mémoire, mais pas que. Donc ça fonctionne, ça a fonctionné plus ou moins, mais il y a des établissements qui ont choisi cette année de ne pas poursuivre parce que c'était compliqué, le rythme de collecte ne convenait pas forcément, la difficulté de nettoyage des bacs. Voilà, donc c'est quelque chose aussi qu'on va retravailler. Vous dire aussi qu'on va commander un véhicule de collecte de 12 tonnes qui sera adapté au système pour les biodéchets, puisqu'il aura un système intégré pour le lavage des bacs. Par contre, vous savez bien qu'entre la commande et puis la livraison s'écoule 14 mois, pour faire court à peu près, ou au moins 12 mois. Mais voilà, donc aujourd'hui, on a fait juste un petit bout d'expérience, mais ça... En fait, l'idée, c'est d'attendre l'ambassadeur du tri
pour qu'ils puissent nous aider à le mettre en place de façon opérationnelle, plus opérationnelle, sur plus de communes, sans doute aussi parfois des communes volontaires, hein, parce que voilà, ça nécessite quand même un fonctionnement un peu particulier. Voilà, on attend plutôt l'ambassadeur du tri. On a juste commencé par cette petite expérience. Vas-y, Philippe, je t'en prie. En complément, donc, pour le moment, il faut donc patienter. Qu'est-ce qu'on répond aux gens qui nous demandent de pouvoir déposer? Alors, moi, je n'ai pas la solution. Pierre, peut-être, a une réponse. Je crois que ce que vient de dire Brigitte, en effet, on est dans une phase de mise en route. C'est vrai que les gens se sont beaucoup inquiétés, en effet, de cet aspect obligatoire. Dans les faits, en Vendée, on a quand même la proposition compostage qui reste une proposition de base. Hein. Beaucoup de gens commandent actuellement des composteurs, parce que Brigitte a parlé des composteurs collectifs. Il y a quelques expériences qui commencent à venir, il y a quelques projets dans différentes communes, mais ça prend du temps. Et puis les composteurs individuels, il en est beaucoup demandé. Et d'ailleurs, on est en rupture de stock, parce que justement, il y a une forte demande partout, et les délais de livraison sont allongés. Voilà. Donc la réponse à faire aux gens, aujourd'hui, c'est que c'est un système qui n'a aucune sanction vis-à-vis des gens, d'accord, et que le système dans les biodéchets, compte tenu de ce que c'est, obligatoirement, ça ne se met pas en place comme ça. Et donc, on se donne 2 ou 3 ans pour caler vraiment entre un peu de collecte, grâce à un camion qui sera plus adapté que ce qu'on a aujourd'hui, et beaucoup d'autres systèmes, type compostage, type initiative collective, de ce genre de choses. D'accord ? Voilà. Mais le compostage, à la base, est encouragé. Oui, voilà. Donc, voilà, faut un petit peu patienter, mais bon, il y a des petites choses qui se mettent en place, c'est vraiment pas simple. Hein. Oui, vas-y, je t'en prie, Pierre. Ce que me souffle David, c'est qu'en effet, la collecte n'est pas obligatoire. En effet, ce qui est obligatoire, c'est de proposer une solution aux gens. Voilà. Et donc, nous, actuellement, voilà, on propose cette solution progressive du compostage et de la collecte dans certains cas limités. Ok, merci. 2 choses, enfin encore d'autres si vous voulez, vous avez peut-être des questions. Nous allons devoir changer, j'en suis désolée, parce que je sais que ça perturbe toujours les agendas, la date du Conseil communautaire du mois d'avril, due aux élections sur l'Aiguillon-la-Presqu'île, puisque du coup, nous serons entre les 2 tours. Et voilà, on ne peut pas voter le budget le 11, puisque voilà, on sera un. Oui, il faut que tu sois là, oui, c'est mieux, oui. Et puis, vous savez bien que le budget doit être voté avant le 15, donc du coup, on vous annonce qu'il aura lieu le 4 avril plutôt que le 11 avril. Là, Nicolas commence à s'inquiéter en disant « Tiens, elle ne m'a pas posé la question avant. » Mais ça doit être sur ton agenda. Qu'est-ce qui me répond qu'il n'est pas là Non, il ne sera pas là. Voilà, non, mais là, du coup, voilà, c'est un cas de force majeure. Il faut qu'on le décale. Voilà, donc pour ceux qui sont présents, s'il vous plaît, merci d'en prendre date tout de suite, c'est important. Philippe, oui, attends. Du coup, on va la bouger. Oui, on les a prévenus qu'on ne pouvait pas maintenir. En effet, il y avait une réunion du Conseil de développement. Oui, c'est ça. Ouais, donc, c'est même l'AG, je crois. C'est l'AG du Conseil de développement. Voilà. Du coup, on ne peut pas la maintenir à cette date-là, mais là, on n'a pas trop le choix. Quelques communes n'ont pas répondu à l'enquête cuisine centrale. Alors, je sais que 2 communes ne l'avaient pas fait, l'ont fait aujourd'hui, donc c'est parfait, ça nous arrange. Par contre, il nous en manque encore un petit peu. Donc, pour ceux qui sont concernés, c'est important que vous soyez en prestataire extérieur, que vous soyez avec la cuisine centrale. C'est important de répondre à l'enquête, puisque vous savez qu'on a lancé une étude pour proposer de la cuisine centrale sur l'ensemble du territoire, voir comment est-ce qu'on peut travailler. Donc, il y a un cabinet qui y travaille. Et puis, voilà, on était en copie avec eux hier et ils nous ont signalé que quelques communes n'avaient pas répondu. Donc, voilà. Donc, ce serait important d'avoir les données si c'est possible. Voilà, moi, je pense que j'ai fait le tour, mais peut-être que vous avez des questions à votre tour. Non ? Oui, monsieur.
Pierre, s'il te plaît. Ouais. Les cartes de déchetterie. Moi aussi. Question récurrente. Alors, en effet, les cartes, pour que les cartes arrivent chez les gens, il faut qu'ils soient inscrits sur le registre. Donc, les solutions pour s'inscrire, c'est toujours Internet ou le téléphone. Ça, on est à 60, 70, oui, les deux, un peu plus des 2 tiers inscrits aujourd'hui. Pour les cartes, il y a un délai d'attente parce que les gens se sont inscrits tard, donc il y a une 13 à 14 000 cartes qui ont été envoyées déjà. Et puis, un autre paquet va partir prochainement, là, dans le mois qui vient. Donc voilà, ça avance bien, c'est normal. Mais il faut, le temps que tout le monde s'inscrive, voilà, ça met un petit peu de temps derrière pour que les cartes arrivent. On n'envoie pas les cartes une par une, c'est pas possible ça. Hein, voilà. Donc d'où le délai. Ce qui est important de dire aussi, c'est que pour le moment, quand vous allez en déchetterie, on vous incite à vous inscrire, à récupérer votre carte, mais il n'y a aucune obligation d'avoir une carte aujourd'hui pour entrer en déchetterie. D'accord ? L'obligation, on la mettra prochainement. Je ne vais pas vous dire la date ce soir, c'est encore pas figé, mais c'est vrai qu'on souhaite la mettre en place rapidement. Donc on vous invite et invitez les gens, s'il vous plaît, à s'inscrire pour qu'ils aient leur carte. Voilà. Ça va ? Non, mais parce Non, qu'il y a- non, mais ça va venir, ça va venir. il y a eu un premier envoi et il y a donc un second Voilà. envoi qui va avoir lieu Ouais, prochainement. ouais. Et puis il y en aura un troisième un peu plus tard encore, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, on va lever ce conseil communautaire. Je vous remercie. Bonne soirée.